مهند عبد المحسن يوسف حازم موسى احمد شيال علي محمد سلطان شرط صالح الناوي. Bon sang, mais je suis pas magicien, moi. J'en sais rien. Je ne sais pas où ils sont, vos papiers. Camp de réfugiés de Kazer, à 40 km de Mossoul. Depuis que l'est de la ville a été libéré, tout le monde veut rentrer. Je les ai. J'ai réussi. Dans la pagaille générale, Younes a réussi à récupérer les papiers qui l'autorisent à quitter le camp. Allez, on y va. Avec sa femme Mariam et leurs 5 enfants, ils avaient fui Mossoul dès les premiers combats. Ensuite, ils ont passé plusieurs mois à attendre dans ce camp. Ici, c'était très difficile. On n'avait pas d'avenir, pas d'argent, on n'avait rien. Pas de quoi manger. On ne pouvait rien acheter ou vendre. Ça ne pouvait pas continuer comme ça. Allez, venez m'aider. Il ne leur reste que des couvertures, quelques vêtements et de rares ustensiles de cuisine. Et puis ce tracteur, qui a réussi à passer au travers des bombardements. Ah, c'est ce que j'ai de plus précieux. Il me sert pour tout faire. Des fois, je fais les courses avec lui. Grâce à lui, je vais où je veux. Beaucoup de voisins n'ont pas encore eu la chance d'être autorisés à rentrer. Les adieux sont brefs. Dès les premiers faubourgs de Mossoul, apparaissent au loin les colonnes de fumée de la bataille qui se joue encore à l'ouest de la ville. Daesh est encore tout près, et la terreur qu'il a imprimée dans les esprits est toujours très vive. Daesh menaçait d'égorger tous ceux qui voulaient fuir Mossoul. On avait peur, on ne pouvait rien faire, tout était interdit. On ne pouvait même pas avoir de portable. On ne pouvait pas sortir, il ne fallait surtout pas discuter. Et il fallait mettre un voile qui couvrait le visage et les yeux. Et les hommes devaient porter la barbe. Il y avait beaucoup de punitions. Aujourd'hui, la route s'arrête ici, sur ce boulevard, où le père de Mariam est venu les récupérer. Car pendant les combats, beaucoup de quartiers ont été détruits. Et la famille a été chassée de sa maison. Pour l'heure, Younes n'a pas d'autre solution que de garer son tracteur dans ce quartier, à quelques kilomètres des combats. Dès demain, ses proches l'aideront à trouver une solution pour reloger toute sa famille. Mossoul a été le siège de l'une des plus violentes batailles urbaines depuis Stalingrad, en 1942. La ville a dû subir le feu de l'armée irakienne et de la coalition internationale, mais aussi celui des voitures piégées de Daesh, dont l'un des objectifs est de transformer l'agglomération en cimetière géant. Voilà le travail de ces salopards de Daesh avec leurs explosifs. Alors que les combats font rage de l'autre côté du fleuve, 4000 ouvriers travaillent déjà à la reconstruction des quartiers Est. 300 rues détruites, des kilomètres d'installations électriques ou souterraines endommagées, un travail de titan. Là, on vient de refaire les canalisations. Ah oui, d'accord. On est sur le boulevard Majmoua. Ça, c'est l'université. Pour faire face à de telles destructions, ce sont les moyens matériels qui font défaut.
Avant Daesh, la municipalité avait 1000 machines. Mais après leur départ, il n'en reste plus que 60. Soit ils les ont volés, soit ils les ont utilisés comme engins piégés. La ville entière n'est plus qu'un immense chantier. Allez les gars, du nerf. Allez-y, chargez-moi ce camion. Pour déblayer, on fait appel à des volontaires, comme ces étudiants. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien à manger, alors on travaille ici. Mais on est content de rendre service au pays. On est content. C'est à la décharge que finissent les décombres, des détritus. Un peu d'espoir pour les plus démunis, que la guerre a davantage affaiblis. Jette ce truc, jette ça. Hamoudi n'a que 12 ans, et tous les jours, il travaille ici. On cherche de tout, du plastique, du plomb, parfois des chaussures qu'on revend. Avant Daesh, il n'y avait pas beaucoup de monde ici. Mais maintenant qu'il n'y a pas beaucoup de travail, on est de plus en plus nombreux. Les déchets s'entassent comme les pages d'un livre ouvert sur la bataille. On y suit Daesh à la trace. On trouve des tas de choses qui leur ont appartenu. Des papiers, des vêtements, des photos. On a même trouvé des cadavres. Ici, ce genre de découverte n'est pas rare. Qu'il s'agisse de corps charriés avec les décombres ou de règlements de compte après la libération des quartiers Est. C'est ici, juste là. Ici. Nous, on l'a emmené de l'autre côté de la décharge et après on l'a enterré là-bas. Il y avait un crâne blanc sans chair. Ensuite, il y avait les jambes, mais seulement de la chair sur le pied. Il y avait même la chaussette, et lui, il l'a pris et il l'a jeté. Un soldat, un collaborateur de Daesh. Depuis la libération, les exécutions sommaires sont courantes. Hamoudi habite le quartier de Godjali, une zone industrielle. Il est orphelin. Son père est mort récemment et il vit désormais avec son grand-père et ses 7 frères et sœurs. C'est lui qui subvient aux besoins de toute la famille. Et puis il y a aussi sa belle-mère qui se morfond dans le souvenir de ce mari emporté par une crise cardiaque après avoir été traqué par Daesh simplement parce qu'il était policier. Mon mari était officier et il avait peur. Si Daesh l'avait su, il l'aurait tué. Il s'est caché à la maison pendant 2 ans et demi. C'est pour ça que mes enfants sont allés travailler à la décharge. Il est mort à cause de Daesh? Oui, et il est mort de tristesse parce qu'il ne pouvait plus rien faire pour subvenir aux besoins de sa famille. Et puis il y avait la peur causée par Daesh. Taï Yassim, le grand-père, n'aime pas évoquer Daesh. Mais Hamoudi, lui, n'a pas encore l'âge d'avoir peur. Quand je serai grand, je vais rejoindre la police et ils vont m'entraîner. Pourquoi? Tu vas te venger? Oui, contre tout le monde. Dis pas ça. Si, tous ceux qui sont des Daesh. Les policiers ont payé le prix fort sous Daesh. Une fosse commune géante qui contiendrait au moins 3000 d'entre eux a été retrouvée au sud de Mossoul. Au total, on parle de 9000 disparus. Désormais, les chefs ne se déplacent plus qu'avec une forte escorte. Affaiblie, la police ne peut plus assurer seule la sécurité dans toute la partie libérée. De nombreux quartiers sont aux mains de milices rivales, parfois redoutées de la population. Chacune mène ses propres opérations de contrôle et de surveillance. Ok, on y va. Même dans la partie est de la ville,
la menace de Daesh subsiste. C'est difficile de rester trop longtemps ici. On va attirer l'attention des gens dans la foule et ça met en danger notre sécurité. Il vaut mieux pas traîner. Faisal Geber dirige une milice citoyenne et il est bien placé pour savoir qu'il faut avoir des yeux derrière la tête. Ici, Daesh a encore des sympathisants ou des hommes infiltrés. Il y a beaucoup de cellules dormantes, beaucoup de membres de Daesh en sommeil, et ils veulent rester invisibles. Leur priorité maintenant, c'est de rester en vie, de rester cachés, et de se tenir prêts pour agir au bon moment. Faisal et ses 300 hommes se sont donné une mission, collecter des renseignements pour finir de nettoyer la ville. Ça commence souvent par une dénonciation. T'inquiète pas, on va tuer ou blesser personne avant d'avoir des preuves. Bah, j'ai peur des représailles. Mais non, ne t'inquiète pas. Tu ne seras pas le premier. C'est un renseignement concernant des gens de Daesh qui sont passés de la partie ouest à la partie est. Et il sait exactement où ils se trouvent en ce moment. Il y en a un qui vient de Wadi Adja. La prochaine fois que tu le repères dans le coin, tu nous passes juste un coup de fil. Quel rôle il joue chez Daesh? Combattant. Combattant? Oui. Bon, dans la rue, ne te fais pas remarquer. Ne dis à personne que ce gars fait partie de Daesh. Ça doit rester entre nous. Dans leur fuite, les dirigeants de Daesh ont abandonné des documents qu'ils n'ont pas eu le temps de détruire. Il y a exactement 599 dossiers. Ça vient d'un camp d'entraînement à Hammamaleh, au sud de Mossoul. Vous voyez, on a leurs noms, leurs adresses, les informations sur les armes qu'ils possèdent. On a même leurs empreintes digitales. Celui-là, il est né en 2000. Ça veut dire qu'il n'a même pas 18 ans. Il est du sud de Mossoul, près du quartier Hammamaleh. Il y a même des observations sur sa foi religieuse et sur son comportement à l'entraînement. On va utiliser tout ça pour les traquer. Entre les djihadistes et ceux qui les combattent, c'est une guerre sans merci. Vous mangez matin, midi et soir? 16 h. La fille d'un des miliciens appelle depuis un quartier à l'ouest. Avec des membres de sa famille, ils sont otages de Daesh, pris au piège, sous les bombardements de la coalition. Allô, bonjour. Bonjour. Où êtes-vous? Est-ce que l'armée est encore loin? L'armée, je ne sais pas. Il n'y a plus d'eau potable, il n'y a que de l'eau usée, une petite réserve qu'on distribue au compte-gouttes. Vous êtes combien? On est au moins 30. 30 personnes? Mais comment c'est possible? Ces gens ne savent pas où aller. Leurs maisons ont été détruites, alors on s'est regroupés ici. Allez, courage. Est-ce que tu peux me passer mon petit-fils? Papy t'a acheté toutes les choses que tu aimes pour quand tu rentreras. Qu'Allah vous donne la force. Oui, ainsi soit-il. Je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Il a quel âge, le petit? Il a 3 ans. Dans la partie ouest, de l'autre côté du Tigre, les combats sont acharnés. Objectif des djihadistes, provoquer un carnage pour salir l'image de leur futur vainqueur. À l'est, au contraire, ils avaient fui face aux frappes de la coalition. Bravo! Ahmed, c'est comme ça qu'il faut bloquer. Souaïb est coach d'une équipe de volley-ball. Daesh les avait chassés de ce complexe sportif que la coalition a en partie détruit. Ils ont détruit toute la salle. Ce trou, c'est une roquette, à mon avis. Regarde, il y a un fragment de bombe ici.
Très vite, Souaïb et son équipe ont découvert pourquoi le gymnase avait été ciblé. Quand on est rentré pour la première fois dans la salle après la libération, on a compris qu'ils en avaient fait une salle de torture. Il y avait ces deux cordes qui étaient toujours là. Regarde là-bas. Tu vois? Et ça, c'était attaché aux cordes. On dirait une corde de pendu. Juste à côté du gymnase, s'élève la mosquée où prêchait, il y a encore 6 mois, Abu Ayoub, l'un des plus violents prédicateurs de Daesh. Comme les autres habitants de Mossoul, les membres du club ont subi la loi des djihadistes. Et pratiquer le volley-ball était presque devenu un péché. C'est peu à peu qu'on a vu leur vrai visage. Comment ils venaient faire la guerre à tous nos petits plaisirs. C'était vraiment faire la guerre au bonheur des gens. Paradoxalement, dans ce décor d'apocalypse, la petite équipe de volleyeurs ne s'est peut-être jamais sentie aussi soudée. C'est nous qui payons tout. Même le plâtre, ce sont les jeunes qui l'ont acheté. La reconstruction ne va pas se faire rapidement. Mais le plus important, c'est qu'on s'est débarrassé de cette peste. À quelques rues de là, sur cette colline, s'élevait il y a peu l'un des plus importants sanctuaires du pays, Nabi Yunis, une mosquée dédiée au prophète Jonas. Voici ce que les fanatiques de Daesh en ont fait dès leur arrivée, en 2014. Au pied de ce qui n'est plus aujourd'hui qu'un tas de ruines, Faisal, le chef de milice, en grande discussion avec l'archéologue Leila Sali. Car avant de faire la chasse aux djihadistes, Faisal est un géologue et un passionné d'histoire. Aujourd'hui, avec quelques collègues, il vient inspecter les lieux. Seuls quelques spécialistes savaient que cette colline renfermait les restes des palais des derniers rois de Ninive, l'ancienne Mossoul. Les hommes de Daesh, bien renseignés, ont creusé des tunnels dans la butte. Un trésor archéologique y dormait. Immédiatement, le pillage a commencé. Il y avait différentes sortes de statues, des vases, de la vaisselle, beaucoup de pièces liées à la vie courante. Le trafic des pièces archéologiques, c'est 20 ou 30% des ressources de Daesh. Quand ils creusaient, ils stockaient les déblais dans des sacs pour les évacuer, pour les dissimuler. Ils savaient qu'on les espionnait par satellite. Et quand on veut savoir où ils creusent des tunnels, c'est ça qu'on cherche, les traces de déblais. Quelqu'un a démoli ce panneau. Ils ont juste laissé ce morceau. Le vrai désastre, c'est quand ils détruisent. Mais quand quelque chose a été volé, on sait que ça va réapparaître quelque part après 10, 30 ou 50 ans dans une collection privée ou un musée. On le retrouvera quelque part. Et si on a de la chance, on pourra le ramener ici. Ici, il y a une paroi avec des inscriptions qui mentionnent à quelle date le palais a été construit. Ici aussi. Partout. Trop encombrant pour être volé, des bas-reliefs qui, il y a 2700 ans, ornaient le palais d'un des derniers rois de Ninive, Asharadon. Vous avez vu? Ce tunnel peut s'effondrer à tout moment.
Là, on prend un gros risque. Figés dans ces ténèbres millénaires, deux lamassous, des taureaux ailés, symboles de la civilisation assyrienne, qui veillent encore sur ce lieu profané par les djihadistes. Un à ma droite et l'autre à ma gauche. Et entre les deux, il y a 2 mètres, 2 mètres 20. C'est l'une des portes du palais d'Azaradoum. Avant de quitter la colline dévastée, Faisal et ses collègues escaladent les décombres pour planter leur drapeau bien en vue, comme un défi adressé aux combattants de Daesh, sur l'autre rive du Tigre. Alors, t'as peur? T'inquiète, ça va passer. C'est plutôt toi qui as peur. Younes, le réfugié de retour à Mossoul, a enfin trouvé un point de chute pour sa famille, dans un quartier excentré de la ville. Le propriétaire de cette maison en construction l'a autorisé à rester là quelques jours, le temps de trouver mieux. Allez, vas-y, installe-toi. De toute façon, tu n'as pas d'autre endroit où aller, alors... Ça va aller. Mais quand même, il y a beaucoup de poussière. Avant le déclenchement de la bataille, Younes n'avait aucun problème pour faire vivre sa petite famille. Il était éleveur de moutons. Il en avait 400. Et avec Mariam, il vivait dans une petite maison avec 2 chambres et un jardin. Mais la guerre a balayé tout ça. Quand l'armée est arrivée, il y a eu des combats terribles. Nous, on s'est enfuis en allant vers eux et on a emmené nos moutons. Ça tirait de partout. Mais grâce à Dieu, on a réussi à passer avec toutes nos bêtes. Seulement, on est tombé sur les milices chiites. Oui, c'est ça. Ils nous ont mis en prison pendant 2 jours et ils nous ont volé tous les moutons. Tous. On n'a plus d'argent, on n'a plus de travail, on n'a plus rien. Tout ce qu'on avait acquis par notre travail s'est envolé. On n'a même plus de quoi acheter 1 kilo de tomates. Younes et la famille de Mariam sont sunnites. Et c'est en partie la source de leur malheur. Car les djihadistes de Daesh aussi sont sunnites. Alors, en Irak, tous ceux qui appartiennent à cette branche de l'islam sont désormais regardés avec suspicion. Et parfois maltraités. Même s'ils n'ont rien à voir avec les fous de Dieu. Aujourd'hui, c'est toute la société irakienne qui est minée. Avant, on vivait tous ensemble. Les Kurdes, les Arabes, les chrétiens, les Yézidis. Et tout ça a explosé. Maintenant, on est dans les ennuis à cause de Daesh. Je vous jure, ils nous ont détruits. Et tout ça à cause de Daesh. La bataille se poursuit dans la moitié ouest de la ville. Et à l'est, nombreux sont ceux qui repartent de zéro, comme Younis ou Hamoudi, le petit orphelin, qui travaille à la décharge. Mossoul profite de sa libération. Enfants et adultes jouent, rient, comme pour oublier. Mais pour vaincre à tout prix, la coalition a rasé des quartiers entiers. Aujourd'hui, les chiites occupent cette ville sunnite et y font désormais la loi. Au risque que la misère et les rancœurs alimentent un nouveau conflit.